Bonjour tout le monde. Moi c'est Émilie de chez Baba Wool et je suis teinturière indépendante. Alors si toi aussi tu aimes le tricot, le crochet, le filage, je pense qu'on a quelques passions communes et qu'on devrait bien s'entendre. Aujourd'hui, j'ouvre ma chaîne YouTube comme nouveau moyen d'expression. Actuellement, je suis sur Instagram et Facebook. Mais j'avais envie de plus de contenu, de plus de longueur, de pouvoir t'expliquer ce que je fais. Et j'avais envie de t'emmener avec moi dans mon atelier pour te montrer comment je travaille. Et voilà. Pour cette première vidéo, la première du nom, je vous propose deux sujets. Donc le premier sujet, ça va être un sujet teinture, comme vous vous en doutez. J'avais envie de vous emmener dans mon atelier pour vous montrer la teinture des laines d'un projet que je suis en train de préparer. Et pour la deuxième partie de cette vidéo, j'avais envie de vous parler blocage. Et notamment du blocage de ce joli gilet que je suis en train de porter. C'est un gilet qui est fait avec des laines de laine sous les pommiers, c'est de la bonne grosse laine. Je vais vous mettre quelques petites photos ici, ce sera plus simple. Et voilà, je vais vous montrer comment bloquer ce genre de cardigan. Voilà, en fonction de sa forme, etc. Je vous explique tout ça plus tard. C'est parti, let's go! Donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie teinture de la vidéo. Je m'apprête à teindre ces deux jolies qualités de laine. Là, je vais vous les montrer plus en détail dans la boîte à images qui se trouve dans mon atelier. Et puis, on va s'attaquer à la partie teinture. Voici Roméo. C'est une laine à bouclette, elle est 100% mérinos et de taille Dickey. Donc taille Dickey à peu près 220 mètres jusqu'à des fois 250 mètres pour 100 grammes. Elle est douce, elle est chaude et on adore son petit côté texturé. Voici Daphné, c'est une laine mohair qui est 78% mohair. C'est un très bon ratio pour une laine mohair parce que généralement on est aux alentours des 70%. Cette laine, elle est duveteuse, elle est bien chaude. C'est un véritable cocon où se lever pendant la période hivernale. J'ai créé ma marque Baba Wool en août 2018 en tant que micro-entrepreneur. Donc c'était il y a à peu près 5 ans. Il existe beaucoup de manières de teindre la laine. Mais pour moi, c'était important de respecter mes valeurs. Par exemple, j'utilise des colorants écologiques. Pour moi, le respect de la planète, c'est primordial. Et on en parle beaucoup en ce moment, mais ça s'applique aussi à la laine. La deuxième chose qui me tenait à cœur, c'était le bien-être des troupeaux, des animaux dont on va utiliser la fibre. Je fais très attention, du coup, à ce que les écheveaux que je vous propose à la vente soient respectueux de la charte animale. J'utilise aussi des techniques respectueuses de l'environnement. Par exemple, je vais utiliser plutôt du vinaigre que de l'acide citrique pour fixer les couleurs. On appelle ça des mordants. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens utilisent de l'acide citrique parce que ça n'a pas d'odeur, alors que le vinaigre, ça a une odeur qui est plutôt désagréable. Oui, mais c'est une odeur qui part une fois que la laine elle est sèche. Et franchement, ça n'a quasiment aucun impact sur l'environnement. Donc pour moi, le choix, il a été vite fait. L'été, je teins mes laines à la chaleur du soleil. J'appelle mes laines laines du soleil. Voilà, c'est des laines qui sont teintes sans électricité. Et l'hiver, quand le temps le permet et qu'il neige, j'utilise les flocons de neige pour réaliser des laines de la neige et donc la neige remplace l'eau. J'aime bien, je trouve que voilà, on est en accord avec la nature, en accord avec la saison et puis franchement, c'est trop sympa. Une autre des valeurs qui est très importante pour moi en teinture et dans la vie en général de toute façon, c'est de prendre le temps de faire les choses correctement. Mes méthodes de cuisson sont lentes. On chauffe la laine
petit à petit, doucement. Et on respecte le temps de repos, donc le temps de refroidissement. Et généralement, pour moi, c'est 24 heures. Si je teins ma laine le matin, je vais la laisser refroidir et je la sortirai des bacs seulement le lendemain, le jour suivant. Pour la petite histoire, la laine, c'est un petit peu comme des cheveux. Quand on regarde de très près au microscope, ce sont des écailles en fait qui se superposent. Et donc du coup, en fait, avec le mordant, les écailles et la chaleur, les écailles de la laine vont s'ouvrir et c'est ce qui permet l'absorption des colorants. En refroidissant, les écailles se referment pour conserver à l'intérieur de la fibre le colorant. J'ai commencé à teindre la laine après avoir rencontré mon petit chéri. Comme il travaille en déplacement, notre volonté, c'était de pouvoir bouger ensemble. On a été dans de nombreuses régions pendant ces 5 années, notamment en Normandie, dans le sud-est, dans le sud-ouest. C'était très important pour nous de pouvoir profiter d'être ensemble. Donc à chaque fois, j'emmenais avec moi mon atelier ambulant pour découvrir de nouveaux horizons. L'atelier où je me trouve dans cette vidéo est situé proche de Rognac, dans le sud de la France, où nous avons passé une bonne partie de l'été. Les propriétaires du gîte ont eu la gentillesse de me prêter leur cuisine d'été pour teindre mes laines, et avec ce beau soleil et cette chaleur, j'en ai profité pour faire sécher les laines dehors, en plein air. Quand nous ne sommes pas sur la route, Michael et moi vivons dans notre maison dans la Loire, à la campagne. On est en moyenne montagne, donc à environ 1000 mètres d'altitude et à environ 40 minutes de Saint-Étienne. C'est une maison ancienne que Michael rénove et il a bien avancé. Au départ, on avait installé une caravane dans notre terrain et c'est là qu'on a passé notre premier été. Et franchement, c'était génial. Mais vous savez, comme on habite un petit village, je vous raconte pas la curiosité dont ont fait preuve nos voisins. Les colorants que j'utilise arrivent sous forme de poudre. Je les mélange avec de l'eau et on obtient ce qu'on appelle une teinture mère. Je crée mes couleurs à partir de couleurs primaires, donc du rouge, du bleu, du jaune. Donc je mélange les couleurs pour obtenir la couleur désirée et chaque coloris, c'est donc ma recette, avec des colorants mesurés avec précaution. Ici, par exemple, je vous propose un colorant doré qui est un savant mélange de jaune, orange et de violet. C'est surprenant, non? Il existe de nombreuses méthodes pour la teinture. Ici, j'utilise une eau bien chaude et des laines qui n'ont pas été pré-trempées. C'est ma méthode préférée pour des laines semi-solides, c'est-à-dire qu'on va être sur des laines qui sont unies, donc une seule couleur, mais avec des variations du coloris. Et ça, c'est vraiment une technique qu'on retrouvera que sur la laine artisanale. En teinture, on peut faire varier beaucoup de choses, comme par exemple la température de l'eau, la quantité d'eau utilisée. On peut décider de pré-tremper les laines ou pas, etc., etc. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre périple teinture. Les laines ont cuit, donc elles sont derrière. Et puis, on va les sortir de l'eau, on va les nettoyer et je vais les mettre à sécher. Et demain, du coup, je vous les montrerai une fois terminées. Alors, normalement, je les fais sécher dehors. Hier, il faisait un temps magnifique, bien qu'on soit en novembre, où on est dans le sud. Il faisait une vingtaine de degrés, donc j'avais prévu de les mettre dehors. Mais aujourd'hui, il pleut, donc ce sera pas possible. Mais c'est pas grave, on va avec le flow. On y va, let's go!
Nous voici donc à la deuxième partie de la vidéo. Pour bloquer un ouvrage, ma méthode préférée, c'est un bon lavage à la main avec une lessive spécialement conçue pour la laine. On trempe le vêtement dans une bonne quantité d'eau et on laisse tremper 20 minutes, mais alors minimum. Ce qui laisse le temps, en fait, à la fibre d'être bien imprégnée. Pour ma part, pour vous donner une idée, moi, généralement, je laisse tremper pendant à peu près 1 heure. Ensuite, on va essorer sans tirer. J'utilise une essoreuse électrique que voilà, j'utilise également pour essorer ma laine. C'est un matériel que je considère plutôt comme professionnel, mais que je recommande quand même pour son efficacité. Le séchage va prendre environ 1 journée. Voilà, donc c'est un bon gain de temps. Ensuite, on va poser l'ouvrage sur un tapis de blocage. Alors, pour celles qui n'ont pas de tapis de blocage, si vous n'étirez pas votre projet, une surface lisse, ça va suffire. J'ai choisi de vous montrer comment bloquer ce gilet parce que je trouve que souvent, on nous dit de bloquer notre ouvrage sans vraiment nous dire comment ou pourquoi. L'objectif du blocage, c'est de donner la forme définitive qu'on souhaite à notre projet. L'idée, c'est donc bien de s'adapter aux besoins de cet ouvrage en particulier. Par exemple, pour un châle en dentelle, il y a de fortes probabilités qu'on ait besoin d'étirer l'ouvrage un maximum. Et pourquoi? Pour faire ressortir les motifs. Mais par contre, pour un pull qui va être près du corps, surtout, faut pas tirer. On peut rapprocher la fibre légèrement ou laisser l'ouvrage tel quel. Surtout, on lui donne sa forme pour que les lignes soient bien droites, par exemple sur les côtés ou les bords-côtes, mais pas plus quoi. J'ai choisi de vous montrer ce cardigan parce que son encolure est réalisée sur le devant uniquement. La bande de boutonnière est réalisée en côte avec un crochet qui est en plus plus petit que le corps et donc il y a de fortes chances que le devant remonte. Donc pour pallier au mieux à ça, j'ai décidé d'étirer les côtes de la boutonnière du devant, des deux côtés du gilet, afin de minimiser cet effet. Et voilà le résultat. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu, vraiment. N'hésitez pas à venir me mettre un petit mot dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Bien sûr, j'en appelle à votre indulgence. C'est une première vidéo, elle ne sera pas parfaite. Je dois bien aussi vous avouer que je sors complètement de ma zone de confort. Voilà, pour moi parler à une caméra, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça n'est pas facile. Voilà, mais bon. Pour moi, l'important, c'est de le faire. Je pense qu'il faut vraiment toujours, quand c'est comme ça, se laisser de la place pour grandir, pour s'améliorer, pour aussi apprendre à connaître ce qu'on est capable de faire, ce qu'on aime faire. Et voilà. Et voilà. Donc franchement, j'espère, je croise les doigts, mais quand même, j'ai bon espoir que les prochaines vidéos seront de mieux en mieux. Je vous remercie d'être là pour la toute première vidéo. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi que vous soyez là depuis le début de l'aventure. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!